Bonjour, moi je suis Frédéric Laurent, je suis un des 3 cofondateurs de Snowpack et président de la société. Snowpack, on est une spin-off deep tech du CEA en cybersécurité. Et ce que l'on fait, c'est que l'on rend invisible tous les assets numériques sensibles sur Internet, avec l'idée que si les hackers ne vous voient pas, ils ne peuvent pas vous attaquer. Alors cette idée peut paraître simple, mais quand on parle de hackers, c'est vraiment tout le spectre de la menace, que ce soit les scripts qui lit, le réseau criminel ou l'État-nation. Alors je vais sans doute pas être très original, je pense à l'IA générative, en particulier sur le numérique, c'est que l'IA est extrêmement intéressante pour tout ce qui est création, que ce soit création de contenu, images, vidéos, on l'a vu récemment, mais également code. Là-dessus, je ne serais pas surpris qu'en termes de cyber, on puisse commencer à avoir des menaces, parce que forcément, ChatGPT c'est génial, on fait son prompt, on a un code qui arrive tout de suite, sans forcément comprendre tout ce qui se passe derrière, notamment sur comment il a été entraîné. Et quand on trouve du code sur Internet, il n'est pas toujours très propre, il n'y a pas toujours exempt de vulnérabilité. Et donc je ne serais pas surpris que on assiste de plus en plus à l'adoption c'est déjà le cas fortement, l'adoption de ces outils pour aller plus vite dans le développement, mais sans en saisir tous les risques. Et on pourrait très bien imaginer une menace qui est en fait d'industrialiser des vulnérabilités dans des codes qui vont entraîner les modèles. Et donc on va prendre des codes qui seront faciles à générer, mais qui seront troués de partout. Les challenges dessus, pour moi, un des plus gros challenges, qui est peut-être pas spécifique à 2024, mais qui est un des challenges actuels, c'est vraiment l'utilisateur. Sans arriver à bien former, sensibiliser ces utilisateurs sur le risque et la menace cyber. Il y avait un très bel article récemment sur les forces armées lors d'un exercice cyber. 10% des militaires avaient cliqué sur le lien de phishing, alors que ce sont des gens censés être sensibilisés à ces questions. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, et un enjeu qui, à mon sens, va aller en s'accentuant. Pourquoi? Parce que je suis peu de la génération d'Arnaud, on a un peu les cheveux un peu blancs, on est un peu vieux. On a commencé avec le début d'Internet. Donc il y avait, comme partout, des gens qui aimaient Internet, ou qui aimaient la technologie, d'autres moins. Ceux qui l'aimaient, il y en a toujours aujourd'hui, ils comprennent. Et puis il y avait ceux qui étaient une moins grande appétence. Il y a une différence peut-être maintenant par rapport au passé, c'est que ceux qui, aujourd'hui, ne sont peut-être pas sensibilisés sur le fait qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc ne voient pas forcément les menaces, alors que des acteurs plus anciens, même nos parents, savaient qu'ils ne savaient pas. Alors qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins cette conscience qui fait qu'on se fait berner plus facilement. La question est difficile, parce que il y a un spectre de la menace qui est énorme, il y a de plus en plus de tensions, que ça soit, on l'a vu en début d'année avec Ivanti, les vulnérabilités sur les passerelles Ivanti. Au début, c'était juste une menace étatique. Dès que ça a été rendu public, ça a été une menace de tous les réseaux criminels. Il y a une vraie industrialisation de la cybercriminalité, qui est extrêmement agile, voire plus agile que des startups, largement plus. Et donc ça fait une explosion de la menace, et il faut, en tant que société, que ce soit le RSI, le DSI, gérer tous ces risques. Et je pense que c'est en 2024, plus encore qu'avant, il va falloir être agile dans la réponse par rapport à ces différentes menaces. Alors, pour la défense, c'est pas si clair que ça aujourd'hui, parce qu'on manque de données. L'IA, il faut l'entraîner. Il y a le modèle, certes, mais il y a les données. Et les données en matière cyber, notamment sur les attaques, ça manque, on les partage pas.
il y a un vrai enjeu de partage de des données sur les attaques et les conséquences, le mode opératoire, les conséquences sur les attaques. Il n'y a pas aujourd'hui vraiment de partage au niveau, que ce soit au niveau des sociétés, au niveau et encore moins au niveau des États. Il y a des initiatives qui existent, il y a les ISAC typiquement, qui marchent pas trop mal aux États-Unis, mais pas du tout en Europe. Et donc arriver à trouver des moyens qui vont permettre aux acteurs de coopérer et de partager ces menaces est un vrai enjeu, et aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Au niveau par contre de l'attaque, l'IA peut faire pour le coup, faire progresser l'attaquant, parce que je parlais tout juste avant de sensibilisation des acteurs. Aujourd'hui, générer des mails de phishing très pertinents se fait beaucoup plus rapidement. Nous-mêmes, à notre modeste échelle de Snowpack, nous voyons une évolution dans les attaques que nous subissons, avec des mails de phishing beaucoup plus élaborés, avec des bons éléments, alors que on doit être comme l'essentiel des cibles, le fruit d'une chaîne de production industrialisée et pas du tout ciblée. Et pourtant, on voit vraiment une amélioration dans la qualité des mails de phishing. Alors, au niveau de la protection, aujourd'hui, à nouveau, je ne suis pas sûr qu'on ait suffisamment de données pour pouvoir utiliser le potentiel maximum de cette technologie pour se défendre. Je vois plus au tout début des choses, je parlais de sensibilisation. Typiquement, on pourrait très bien imaginer des outils avec de chatbots sur lesquels, moi en tant qu'utilisateur, j'ai un doute, plutôt que téléphoner à quelqu'un, envoyer un email, ce qui peut être difficile parce que ça prouve que ma méconnaissance et j'ai mon amour-propre, donc je vais pas faire cette démarche. Par contre, si j'utilise un chatbot qui va pouvoir répondre à mes interrogations légitimes sans me juger, peut-être que ça me permettra de me former, tout au moins de ne pas faire les mauvaises actions. Et donc ça, je pense que c'est une application très basique de la force de l'IA générative, mais qui peut avoir un très gros impact en matière de cyber. Après, sur de la défense plus active ou plus haut niveau, aujourd'hui, à nouveau, je pense qu'il manque de données pour pouvoir entraîner les modèles et vraiment utiliser le potentiel de la techno. Il y a deux possibilités. Il y en a une, la première, c'est que on pourrait imaginer un vrai choc cyber où, globalement, il y a quand même la topologie d'Internet des acteurs. Il y a quand même quelques acteurs qui sont hyper concentrés. On en est d'ailleurs à peu près tous dépendants. Bon. Ces acteurs, aujourd'hui, il suffit qu'un ou deux tombent pour que tout le fonctionnement de notre vie connectée s'arrête. Prenons au hasard Cloudflare, 25% du trafic Internet. S'il tombe, c'est fini. En tout cas pendant une certaine durée, le temps de remédier à l'attaque. De même, on prend du Akamai, et aujourd'hui on est quand même extrêmement dépendant sur un nombre très limité d'acteurs. Donc on pourrait tout à fait imaginer, avec les tensions géopolitiques que l'on voit dans la presse depuis quelques années, en particulier depuis ces 2 dernières années, qu'il y ait des attaques étatiques qui se fassent sur ces acteurs et qu'ils n'arrivent pas à tenir le choc. Et à ce moment-là, il y aura, en tout cas pendant une petite durée de temps, durée petite d'ailleurs ou moyenne, un dysfonctionnement potentiel majeur d'Internet. Ça serait un scénario qui me semble pas totalement impossible. Après, forcément, il y a tout dans la question de géopolitique, c'est est-ce que l'attaquant est prêt à aller jusque-là. La deuxième menace, alors là aussi, ça reste des hypothèses. Clairement, aujourd'hui, l'IA, notamment tout ce qui est les larges modèles, a fait un bond incroyable. On pourrait imaginer, c'est peut-être un scénario complètement fantaisiste, mais qui est une dérive des modèles, parce que ces modèles s'entraînent sur des données, et finalement, ces modèles font des hallucinations, mais on utilise de plus en plus ces outils, et que ces outils génèrent
des données qui vont renforcer les hallucinations. Et qu'on arrive vraiment à une dérive des modèles d'IA qui, aujourd'hui, commencent à pénétrer un peu notre vie de tous les jours. Alors, on en est au début, aux prémices, mais alors ça sera peut-être pas en 2024-2025, mais dans quelques années, peut-être qu'il y aurait une dérive complète de ces modèles parce qu'ils auront été entraînés par des données de mauvaise qualité issues d'hallucinations et que le système s'auto-entretienne. Pour le premier, honnêtement, j'ai pas d'idée. Je préfère être clair. Je pense que c'est un vrai risque. Après, est-ce que c'est un peu... aujourd'hui, si on coupe Internet, c'est un peu l'arme atomique, hein, quand même. Avec toute proportion gardée, mais quand on voit, il suffit de voir ce qui s'est passé il y a 15 ans en Estonie, il y a un pays qui s'est arrêté pendant 3 semaines quand même, avec des fonctions vitales qui s'arrêtent. Faire ça, alors l'Estonie c'était un petit pays sans être péjoratif, mais ça a moins fait parler. Aujourd'hui, toutes nos sociétés sont extrêmement dépendantes, donc jouer à ce jeu pourrait amener à des rétaliations, rétorsions de l'autre côté. Donc, est-ce que l'attaquant est prêt à aller jusque ça? C'est peut-être, il y a peut-être une. Je viens du CEA, donc la comparaison avec l'arme est clairement trop forte, mais voilà, la dissuasion est basée là-dessus, c'est m'attaquez pas, autrement je vous attaque. Et ça sera fini pour nous deux. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario là-dessus et donc que les États se freinent naturellement? Sur le deuxième, pour le coup, oui, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de chercheurs aujourd'hui dans le domaine de l'IA et des larges modèles qui ont pris conscience de ces risques. On le voit, on l'a vu avec les différentes versions de ChatGPT, mais il y en a d'autres, où il y a eu, on a pu noter des dérives parce que les modèles n'ont pas été bien entraînés, ou ont été entraînés sur des données générées elles-mêmes suite à des hallucinations. Donc pour le coup, les chercheurs, je pense, et les développeurs ont conscience de ça. Après, est-ce qu'ils vont y arriver Alors, nous y croyons beaucoup, parce que ça fait un peu partie de l'idée derrière Snowpack. Mais plus largement en termes de cyber, partager les données permet de s'entraîner, de se former. Donc nous, on appelle vraiment à la constitution effective des ISAC et d'un partage de ces données. Il faut encore trouver les outils pour le faire. Également, faire des réseaux ad hoc, même s'ils sont sur Internet, c'est un peu l'idée derrière Snowpack. Donc, où les entreprises vont se protéger mutuellement, on pense que ça a un vrai potentiel là-dessus. Alors, de mon point de vue, si je suis américain ou chinois, je répondrai oui, sans aucun problème. On est en France, on est en Europe, il y a plein d'autres pays qui sont dans cette situation. Aujourd'hui, pour nous, je pense qu'on est vraiment dépendant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le paradigme de la cyber repose sur la confiance. Et une infrastructure, que ce soit au niveau applicatif, a toujours besoin de l'infrastructure et a besoin utilise des composants sur lesquels on est dépendant. Que ça soit, si on est au niveau applicatif, ça sera au niveau de l'infrastructure et inversement. Et partout sur la chaîne, il y aura toujours, aujourd'hui, on utilise tout le temps certaines technologies américaines ou chinoises. Et le fait qu'il y ait cette paradigme de la confiance, il suffit qu'il y ait une faille quelque part pour qu'en fait toute la chaîne s'écroule. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on pense, alors là, sans vouloir faire de la pub pour Snowpack, mais c'était une des idées, des moteurs derrière Snowpack, mais il y a bien d'autres sociétés qui sont allées sur ce moto, de vraiment créer des solutions qui permettent de s'affranchir de la confiance dans le reste de l'infrastructure pour se libérer de cette dépendance. Parce que aujourd'hui, remonter des chaînes complètes du numérique en France ou en Europe, malheureusement, ça me semble assez impossible parce que on en parle de la souveraineté, mais est-ce qu'on est prêt à accepter le coup? Je pense que l'histoire nous a montré que non. Et donc, il faut trouver des solutions alternatives. Clairement, l'Europe est un marché important et donc qui est
Même si on n'aime pas la notion de marché, ça a quand même une force aujourd'hui sur la planète. C'est 450 millions de consommateurs, donc ça pèse. En tant que marché, on peut imposer en tant qu'Européens des choses aux acteurs américains, aux acteurs asiatiques. On l'a vu avec la RGPD. Après, il faut le faire correctement. Et aujourd'hui, on a d'ailleurs peut-être un peu peur de trop le faire. Souvent, on dit les Américains font, les Chinois copient et les Européens régulent. Et globalement, on essaye de contrer. Nous, notre force, c'est la régulation. Alors, est-ce bien ou pas? Chacun a son idée là-dessus. La vôtre, c'est quoi? Je pense que on peut le faire. On peut faire des choses vraiment parce qu'on a un pouvoir en tant qu'acheteur de solutions. Après, j'irai plus loin, étonnamment. Alors, c'est peut-être le fait que je sois européen. Je pense qu'on devrait s'appuyer encore plus sur la réglementation, sur certains points, mais bien précis. Et typiquement, la responsabilité des plateformes. On accuse souvent l'utilisateur, le consommateur, notamment sur les réseaux sociaux, mais on ne parle jamais de la responsabilité des plateformes. Toutes les dérives qu'on peut voir, oui, c'est la faute des utilisateurs en partie, mais comment ça se fait qu'une plateforme X, Twitter, Facebook, ne soit pas redevable des contenus qui vont être mis dessus? Si aujourd'hui j'ai une chaîne de télé ou j'ai un journal, que j'ai des contributeurs qui commencent à passer des contenus haineux, à insulter, je vais être tenu pour responsable. Aujourd'hui, c'est pas normal, à mon sens, que ces plateformes ne le soient pas, puissent se dédouaner en disant désolé, c'est pas moi j'ai juste fait la mise en relation. Sauf qu'aujourd'hui, dans tout le monde réel, le média est tenu pour responsable. On l'a encore vu récemment à l'Assemblée, il n'y a pas longtemps. Et à juste titre. Mais pourquoi est-ce que en ligne, c'est différent? Et c'est la même chose sur les plateformes plus physiques. Si on prend Amazon, AliExpress, elles sont des plateformes de marché. Ce n'est pas de ma faute si ce qui est vendu est contrefait ou dangereux. Si je vais dans un supermarché et que j'achète du jambon avec de la listeria ou je ne sais quoi, supermarché, tu es obligé d'y répondre. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les règles qui existent dans la vie physique ne sont pas appliquées dans la vie numérique. Peut-être parce qu'on a peur justement de trop réglementer et donc de freiner l'innovation, mais sur certains points, c'est quelque chose en tant que citoyen que je ne comprends pas. Et donc, clairement, aujourd'hui, si la France légifère tout seul, on n'a pas le point économique pour pouvoir répondre à la puissance des GAFAM et autres. En tant qu'Européen, si c'est l'Europe qui s'exprime, 450 millions de consommateurs qui font partie, sur les 8 milliards de personnes dans la planète, des consommateurs, tout le monde n'est pas égaux, mais en moyenne les plus riches, on a de quoi faire plier les acteurs GAFAM et autres. Non, alors c'est pas forcément un conseil, c'est quelque chose que j'appellerais de mes voeux, c'est qu'on change un peu, toujours sur ce paradigme de la confiance, qu'on change le risque, enfin pas le risque, mais la cause la conséquence, pardon. Donc je reprends à zéro. Si je pouvais appeler pas un conseil, mais plutôt un vœu, ce serait que progressivement on change un peu le paradigme actuel de la cyber, où si je suis victime, c'est ma faute, et pas la faute de mon fournisseur de solutions. Et depuis maintenant plus d'un an, aux États-Unis, il y a ce débat qui arrive sur je sais pas exactement le terme, les garanties en fait
la responsabilité, plus exactement, la responsabilité du fournisseur de services ou de produits numériques à qui incombe la faille de sécurité. Si je suis une victime, c'est pas forcément ma faute. C'est aussi peut-être parce que la solution n'était pas parfaite. Si aujourd'hui je prends une voiture, que la voiture a un défaut, je vais me reporter contre le constructeur. Aujourd'hui, si je prends une solution en cyber, enfin une solution numérique, bah, ça sera ma faute. Est-ce que c'est vrai alors que je n'ai pas du tout la maîtrise de ce qui se passe dessous? Je pense qu'il y aurait un certain travail réglementaire à faire là-dessus.